pour savoir, toujours fidèle à ce rendez-vous. Pleine participation de l'opposition aux législatives d'avril prochain en vue d'une élection inclusive. Si le 6 mars dernier, Patrice Talon est apparu adepte de l'option lors de sa dernière rencontre avec la classe politique, sa matérialité semble de plus en plus illusoire, du moins sans croire certains analystes. Et pour cause, après l'arbitrage du juge du contentieux électoral, aucune formation politique n'aura été repêchée pour compétir. Prendre part donc aux côtés des formations politiques de la mouvance. Bien au contraire, le certificat de conformité, dit-on, n'aura ni été remis, ni banni parmi les pièces à fournir pour la course aux législatives. On aura ajouté au doute planant sur la sincérité du chef de l'État à aller à une élection inclusive l'intervention du garde des Sceaux, l'une des voix prépondérantes de l'exécutif. Est-ce qu'il faut absolument que les partis présidés par ces personnalités, Boni Yaye, Nissi Fossoglo et Sébastien Adjavon, aillent nécessairement à l'élection pour que notre élection soit crédible? Elle n'est pas mienne, cette phrase. Elle est plutôt du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Une prise de parole, mesdames, messieurs, qui pour d'aucuns renseignerait à suffisance sur la détermination du gouvernement à aller aux urnes sans l'information de l'opposition. Conclusion hâtive ou hypothèse plausible? Qui mieux que les acteurs politiques et pour nous aider à mieux comprendre le sens et la portée de cette boutade? Deux regards croisés alors sur ce plateau pour nous édifier. Ce sera autour du thème crise préélectorale au Bénin, impasse consommée ou issue toujours favorable. À ma droite, Gilles Rondolo. Il est membre fondateur du Bloc républicain, formation politique accompagnant le chef de l'État. Gilles Rondolo, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, notre acteur politique, lui, de l'opposition. Puisqu'on nous a promis un regard croisé. Giraldo Gomez, c'est son nom, secrétaire général adjoint de l'USL. Il est le chargé des questions stratégiques de la dite formation. Giraldo Gomez, bonjour. Bonjour Joël Yetanji. Merci de répondre aussi à notre invitation. Merci pour l'invitation. Le plaisir est plutôt partagé, c'est un devoir et je vous le confesse, ce n'est toujours pas évident d'avoir toujours les invités, des profils requis pour les thèmes, non pas qu'on ne cherche pas, mais la disponibilité pose problème. Donc une fois encore, merci d'être des nôtres. Législative d'avril prochain au Bénin, aucun parti de l'opposition n'est autorisé à prendre part au scrutin, en tout cas jusqu'alors, où nous intervenons. La décision prise par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, reste donc inchangée. La lueur d'espoir suscitée, en croit certains, au travers le recours en constitutionnalité formulée par 3 partis politiques contre la décision de la Sénat n'aura été que pure illusion. Je vais retourner d'abord. Gilles Rondolo, comment avez-vous suivi le délibéré hier de la Cour constitutionnelle? Mais avant le délibéré, pourquoi pas un peu l'ambiance qui a prévalu au cours de cette audience très attendue par plus d'un? Très bien, merci Joël. Nous avions opiné il n'y a pas si longtemps que ça sur au début de la crise. Nous avions opiné et j'avais exprimé dans ce même studio toutes mes attentes, dans la mesure où, comme j'ai eu à le dire, nous allons dans un challenge, c'est une élection, et qui dit élection, il faut bien les gens de tous les bords. Et donc, nous sommes tous dans l'espérance, comme je l'avais dit, dans la mesure où le jour où il n'y aura plus d'espérance, écoutez, ça veut dire que ça ne vaut plus la peine qu'on poursuive donc à relever les défis. Alors, le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, de mon point de vue, il n'y a pas encore péril en la demeure. Ça, c'est de mon point de vue. Ce n'est qu'un citoyen lambda qui parle. Vous comprenez que la Sénat a joué son rôle. Et lorsque vous dites à l'entame donc de l'émission que il est interdit donc aux autres partis, aux partis d'opposition de participer aux élections, je ne vois pas la chose de cette manière-là. Puisqu'on est tous d'accord que le Parlement du Bénin, les députés au Bénin ont voté des textes de loi. Ça, c'est connu. Ces textes de loi ont été donc validés par la Cour constitutionnelle, ils ont été promulgués et on est tous d'accord que
pour les élections du 28 avril 2019, ce sont ces tests-là qui devraient être appliqués. Nous avons eu, que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la mouvance, nous avons eu plusieurs mois pour nous préparer. Et aujourd'hui, nous avons déposé des dossiers. Le dépôt des dossiers, il y a des critères, il y a des éléments qui doivent les constituer. Nous constatons malheureusement que pour certains partis, ça n'a pas été le cas, ils n'ont pas déposé tout ce qu'il faut. Et donc, à ce niveau, il faut qu'on se mette d'accord sur un point, c'est que la Sénat a joué son rôle. Maintenant, je conviens que certes, ces partis politiques qui ne sont pas totalement confortables dans le contexte actuel puissent faire un recours vers la Cour constitutionnelle. Là encore, nous avions tous espéré que la Cour pouvait trouver des circonstances atténuantes. Et comme vous l'aviez su bien le dire, ça dit que nous sommes avec les sages, et en tant que tel, nous avions espéré que les sages puissent trouver dans ces présentations des mobiles, des éléments qui leur offrent une passerelle. Mais n'oublions pas, les sages sont là également pour dire la loi et ne dire que la loi. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas une passerelle, c'est parfois compliqué. Et nous savons bien, les sages, ils ont parlé, on ne pourrait pas commenter la décision des sages, on peut être d'analyse entre nous, mais ça s'impose à nous. Là encore, malheureusement, c'est une situation qui nous pousse davantage dans un certain retranchement. Mais la solution, de mon point de vue, on l'a dit ici, la solution est à l'Assemblée nationale. On y reviendra, oui, on y reviendra parce que c'est une étape qu'on ne saurait occulter dans cette marche-là. C'est pourquoi aussi de ces deux grosses interrogations à l'entame de l'émission. Oui, Géraldo Gomez, vous avez suivi, et ceci a raison, vous étiez partie prenante de ce recours. Comment avez-vous vécu cette journée? Écoutez, on l'a vécu dans la même attente d'une suite favorable. Il faut juste préciser que les trois partis qui ont fait des recours au niveau de la Cour constitutionnelle n'ont pas porté le même recours. C'est vrai. Je veux parler du recours de l'USL. Il n'est pas identique à celui du PRD ni celui du parti Moël Bénin. Nous avons fait le recours pour que la Cour constitutionnelle constate que le dispositif sur lequel la Sénat s'est basée pour ne pas recevoir notre dossier déposé à la Sénat ne répond pas aux engagements que nous avons pris, notamment à un des engagements communautaires. Donc ce sont des faits de droit. Je suis heureux que M. Rondolo ait rappelé que la Cour est là, certes, en tant que composée de sages, de prendre quelques passerelles parfois, mais surtout de dire le droit, de rappeler le droit. Et c'est à cela qu'on l'a invité, de constater que le Bénin est engagé dans une démarche communautaire de la CEDEAO qui dit que à 6 mois d'un scrutin, nous ne pouvons plus changer les règles du jeu. Donc nous avons invité la Cour constitutionnelle à constater que la Sénat s'est basée sur un dispositif qu'on l'a mis entre ses mains et qui est intervenu à l'intérieur de ces délais décommandés par la CEDEAO. Donc on est surpris que ce constat déjà fait par tout le monde. Tout le monde a déjà fait ce délai parce qu'il s'agit juste de décompter 6 mois pour savoir si le dispositif remis entre les mains de la Sénat est avant les 6 mois ou à l'intérieur. Ça, tous ceux qui savent compter de 1 à 6 pouvaient le faire. Et ça a été fait. Donc la décision de la Cour, elle est connue de tous. Ce n'est pas le droit auquel nous pensons qui a été dit. Et contrairement à ce que M. Rondolo disait tout à l'heure, c'est un droit revendiqué même par l'actuel président de la Cour constitutionnelle que de commenter les décisions de la Cour constitutionnelle. Donc nous allons le faire. Ce n'est pas conforme à ce qui devait l'être. Mais c'est bon de spécifier un peu le contenu du recours de l'USL. Mais lorsque l'USL fait ce recours, l'USL ne fait-elle pas un peu comme dans la provocation? Lorsqu'on sait que la personne à qui, pour caricaturer, l'USL s'adresse ainsi, est la personne qui introduit aussi la pièce. Non, ce n'est pas de la provocation. Souvenez-vous, il y a déjà un dispositif, la loi qui a créé la criette. La Cour constitutionnelle elle-même, après avoir validé, rendu conforme cette loi, est revenue sur un de ces dispositifs. Ça veut dire que toute sage qu'elle puisse être, la Cour constitutionnelle peut reconnaître qu'à un moment ou un autre, il y a peut-être un élément qui a échappé à son analyse. Et c'est justement pour ne pas la mettre en cause directement que nous mettons le débat à ce niveau, pour savoir, pour rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas que les tests internes
qu'il n'y a pas que les institutions internes au Bénin qu'on doit respecter, et déjà en les respectant, le problème aura été résolu, mais en plus que nous avons des engagements internationaux, et notamment communautaires, qui nous imposent certaines démarches, et que ne le faisant pas, nous sommes en train de marcher sur toutes les institutions et internes et communautaires. C'est à ce niveau que nous avons souhaité poser le débat. Alors, un débat qui semble pertinent. Je vais, avant d'évoluer, demander un peu votre avis par rapport à ce point spécifique à l'USL. Je vais nous inviter à ne pas faire de l'amalgame. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Le texte évoqué tantôt dit que dans l'intervalle, ou du moins dans un délai de 6 mois, on ne peut pas modifier une loi qui nous permet d'aller aux élections. Alors, la question c'est de savoir, cette loi a-t-elle été modifiée dans ce délai? C'est un intervalle qui est donné. Il s'agit d'un intervalle. Et en tant que tel, nous n'allons pas nous projeter à l'extrémité, à l'autre borne, pour dire il faut décompter. Et une fois on n'est pas dans cette limite, alors ça veut dire que c'est pas possible de la mettre en œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, nous nous sommes retrouvés dans une situation où une élection intervient avant l'expiration du décompte de 6 mois. Alors, lorsqu'on vous dit, vous vous mettez à jour dans un certain délai, est-ce à dire, c'est ça la question, est-ce à dire qu'il faut attendre le délai expiré pour se mettre à jour? Ou bien, si je peux me mettre à jour aujourd'hui, je le fais, surtout que j'ai une élection en face de moi. Donc, il y a une double analyse à faire à ce niveau. Et lorsque nous mettons ensemble ces deux analyses, bon, malheureusement, c'est un peu comme si... Les avis pourraient être partagés, vous l'avez dit. Mais malheureusement, c'est un peu comme si cette opposition a voulu jouer dans le dilatoire, elle a voulu jouer dans la provocation, elle a voulu en quelque sorte pousser les institutions dans un certain retranchement pour après faire constater que, mais je vous l'avais dit, la loi n'est pas respectée. Mais elle oublie de préciser que c'est un intervalle qui est donné. Et donc, dans ce sens, nous avons l'obligation de nous mettre à jour. Surtout que la loi en question ayant été votée et respectant la norme des 6 mois, c'est-à-dire le vote, la validation au niveau de la Cour constitutionnelle et également la promulgation par le président de l'Assemblée nationale, ce qui devait suivre, c'est que nous, on se mette en règle. Alors, tout parti politique qui veut aller aux élections du 28 avril 2019 est tenu de se mettre à jour à l'intérieur dans cet intervalle-là. Après, bon, on va nous dire qu'il faut aller jusqu'au mois de mai, etc. Mais nous sommes d'accord que l'élection a lieu le 28 avril. Si on n'est pas à jour dans cette limite-là, alors que la loi a été votée bien avant, on fait comment? Alors, Gerardo Gomez. Oui, non, je crois que c'est M. Ondolo qui installe là l'amalgame. On va essayer de clarifier les choses. Ah bon. Les 6 mois dont on parle ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a 2 cas précis. Il y a la loi, la charte qui a été votée, qui parle aussi d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec cette charte-là. Et les 6 mois dont j'étais en train de parler, c'est l'engagement communautaire qui dit que par rapport à un processus électoral, aucune règle du jeu devant présider à cette élection ne doit être modifiée à distance de 6 mois. Et ces 6 mois-là, dans la jurisprudence et dans la pratique, cela concerne le processus électoral. Il y a une élection prévue le 28 avril 2019, mais le corps électoral est prévu pour être convoqué à une date précise. C'est à partir de ce moment-là que le processus est décompté. Mais qu'importe, si nous prenons le contexte dans lequel nous sommes, le dispositif querellé est la décision prise par la Cour constitutionnelle elle-même et qui est intervenue le 1er février 2019. Vous aurez beau décompter tous les 6 mois et même inventer peut-être que l'Assemblée ne sera peut-être installée qu'en juillet prochain. Non, c'est le 1er février 2019, cela est un fait. Et même si on prend la date du 28 avril comme date de l'élection et qu'on décompte jusqu'au 1er février, nous ne sommes pas à 6 mois du scrutin. Plus aucune règle. On n'a pas dit les lois seulement.
L'engagement communautaire parle des règles devant présider. De quoi vous parlez par rapport à la Cour constitutionnelle? Je viens de le dire. Quel est l'élément nouveau introduit par la Cour constitutionnelle? Le certificat de conformité est une décision de la Cour constitutionnelle. On va en parler. C'est une décision qui porte un numéro et qui est une pièce rajoutée par la Cour constitutionnelle. On va en parler. Dans la charte 2018-23, votée le 26 juillet, il a plu au président de la République d'attendre le 17 septembre pour la promulguer. Si les institutions avaient joué correctement leur rôle en ce moment-là, je pense que même les 6 mois prévus à l'intérieur de la charte ne poseraient plus de problème à personne. Une loi votée le 26 juillet, on a attendu le 17 septembre pour la promulguer. Et c'est parce qu'on a attendu aussi tard qu'on se trouve dans une situation où les effets de cette charte-là enjambe l'élection qui est en cours. Oui, on en est là. J'ai une question, si vous permettez. À votre avis, le certificat de conformité en question, il clarifie quoi? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, selon vous? C'est dans votre question que vous posez déjà votre postulat. Vous pensez que ce certificat est venu clarifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu clarifier? Très bien. Vous êtes en train de... Non, mais écoutez, je voudrais qu'on arrête de prendre ce peuple pour un idiot. Allez-y. D'accord? Allez-y. C'est pas après avoir fait des erreurs qu'on commence a posteriori à faire du sophisme. Nous n'avons plus le temps du sophisme. Il y a des erreurs et des erreurs qui ont été commises. Vous avez produit des lois pour écarter des formations politiques. Vous n'avez jamais produit des lois pour permettre à des formations politiques d'aller, même pas vous-même, pour aller vers ces élections. Ce qui fait que vous-même, vous vous trouvez les pieds pris dans les mailles et que toute la Sénat se prononce hier pour dire oui, on a constaté des irrégularités sur vos listes, mais en même temps qu'elle dit nous n'interprétons pas la loi, elle se permet de dire que nous les avons constituées, nous les considérons comme des fautes mineures, mais des fautes quand même. Donc en réalité, ces lois ont été faites pour écarter des gens et au moment maintenant de conduire les élections elles-mêmes, les opérations elles-mêmes, on se retrouve avec des tests inopérants. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République a dit le 6 mars, quand il a reçu les formations politiques. C'est de dire d'aller retoucher les tests. Ça veut dire qu'il constate lui-même que ces tests sont inopérants et qu'il est prêt et qu'il engage le président de l'Assemblée, celui à qui il a confié cette mission, de trouver le consensus sans oblitérer aucun sacrifice possible. Sans oblitérer aucun sacrifice Alors, possible. Si vous permettez, nous allons revenir sur ce fameux certificat de conformité. Écoutez, quand je les écoute faire leur développement, quelque part, j'ai le sentiment qu'ils nous prennent tous pour des cons. C'est-à-dire pour eux, le peuple béninois est suffisamment con pour qu'on vienne lui raconter n'importe quoi. Voilà une loi qui dit « Voici la liste des documents à produire ». C'est ce que la loi a dit. Mais écoutez, l'instant d'après, est-ce que cette liste-là, elle est conforme ou pas? Il faut la confirmer ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que quand je rentre dans ce genre de débat, je leur dis non, ne nous attachons pas à un groupe de mots, certificat de conformité, pour nous embrouiller. Ne nous embrouillons pas. Est-ce que oui ou non, les éléments qu'on vous a demandé de produire, ces éléments ont-ils été donnés? Est-ce que ces éléments sont probants? C'est ça la question de fond. Parce qu'en réalité, le certificat de conformité querellé n'est pas un élément particulièrement nouveau. De toutes les façons, lorsque vous auriez produit les informations qu'il faut au ministère de l'Intérieur, le ministère aura à vous dire si ces documents sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Et souvent, je prends un élément très banal pour expliquer. Autant que nous avons eu à créer peut-être une ONG dans notre vie. Lorsque vous déposez vos dossiers constitutifs pour donc créer votre ONG, mais il y a des allers-retours que nous faisons entre nos bureaux et le ministère de l'Intérieur, parce qu'ils vont vous dire le test il n'est pas rédigé conformément à ce qui est attendu. Il y a tel document qui est périmé, il y a tel autre qu'il faut rajouter, etc. Mais c'est déjà ça la conformité.
C'est déjà ça, ce travail de conformité qui est fait. Et pourquoi nous nous attachons à un groupe de mots pour incriminer la Cour constitutionnelle qui n'a fait que nous aider, nous tous, qui n'a fait que... Le certificat de conformité n'apporte rien de nouveau. Non, mais il n'y a rien de nouveau. D'accord. S'il n'apporte rien de nouveau, pourquoi est-ce qu'il devient une pièce éliminatoire? S'il vous plaît. Expliquez-le nous, puisque le certificat de conformité n'aurait pas existé que lorsque vous avez déposé votre document au ministère de l'Intérieur, on ne vous aurait pas reconnu. Il ne suffit pas de déposer son dossier et d'avoir un récépissé provisoire de dépôt. Bien après, il faut bien que vous ayez un récépissé définitif. C'est ça qu'il faut. Monsieur Rondolo a une excuse, il n'est pas informé. Je vais vous dire quelle est la réalité. S'il vous plaît. Ne faites pas semblant. S'il vous plaît. Alors, laissez-le terminer, vous allez faire le complément. Allez-y. C'est ce qu'il faut expliquer au peuple. Alors, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu leur certificat de conformité, ils savent pourquoi ils ne l'ont pas eu. Et je vais vous rappeler, le 20 février, lorsqu'il y a eu le point de presse du ministre de l'Intérieur, où il nous a tous convoqués, il a dit à chacun ce qui manquait à son dossier pour que son dossier soit éligible. Mais pourquoi certains ont pu se mettre à jour et d'autres n'ont pas pu se mettre à jour? Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient dans un élan pour tout embrouiller, pour confondre tout le monde. Ils ont fait la mise à jour, mais ils ont été surpris de constater qu'il n'y a rien et que lorsqu'on leur a dit, le chef même leur a dit, écoutez, il y a un dispositif en place qui permettra de recevoir même des dossiers de retardataires vu les circonstances qui sont partis, mais par la suite, ils se sont rendus compte que c'était déjà fermé et que jusqu'à ce jour-ci, ça c'était hier que le ministre Théophile Yarou, secrétaire adjoint de la FCBE, tenait ses propos, mais que jusqu'alors il parle, les portes leur ont été fermées. Écoutez, ils sont citoyens béninois comme tout le monde. Nous connaissons comment l'administration béninoise fonctionne. Ce n'est pas ici que nous allons commencer à chercher qui est responsable de quoi, qui n'est pas responsable de quoi. Ils sont un parti politique gorgé de gros cadres, de gens très compétents, dont le professeur ministre Yarou. De mon point de vue, ils ont peut-être des problèmes d'organisation. Aucun parti politique, même au niveau de la mouvance, je peux vous parler du cas du Bloc républicain que je connais un tout petit peu, nous n'avons pas eu du sommeil dans cette affaire-là. Tout le monde s'est mis au travail pour produire le résultat qui, fort heureusement, Dieu merci, nous permet aujourd'hui d'être éligibles pour aller aux élections. Oui, vous voulez faire quelques compléments avant qu'on évolue? Oui, des résultats qui leur permettent d'être éligibles aujourd'hui avec des fautes mineures, qui pour d'autres sont des fautes majeures, les mêmes faits. Mais revenons sur le point essentiel d'argumentaire de M. Rondolo pour montrer là où est la grande erreur et la grande volonté d'embrouiller la population. J'ai rappelé la date de promulgation de la charte. À partir de cette date-là, dans la charte, l'article 56 donne 6 mois aux partis politiques pour se mettre en conformité. Des dossiers 17 septembre, des dossiers ont commencé à être envoyés depuis le mois de décembre. Les 6 mois arrivent à leur terme le 17 mars. D'accord ? Donc les partis politiques n'ont pas attendu le dernier moment pour se mettre en conformité avec cette charte-là. Premier élément. Parce qu'on parle de problèmes d'organisation, ils sont dormis, on n'a pas dormi, ainsi de suite. Personne n'a dormi. Tout le monde a travaillé dans les délais et a déposé ses dossiers dans les délais suffisamment tôt pour que le ministère se prononce. Mais là où, peut-être, et même je crois certainement, ceux qui ont fabriqué cette loi-là pour écarter se sont réveillés de leur sommeil, c'est quand ils se sont aperçus qu'en réalité, l'élection risque de se produire avec des partis qui n'ont pas besoin du récépissé sous la nouvelle charte pour pouvoir y participer. Parce que les partis qui existaient avant la promulgation de cette loi, c'est-à-dire les partis qui ont été créés sous la charte de 2003, ont donc jusqu'au 17 mars pour se conformer. Or, au moment de déposer le dossier à la Sénat, ils continuent donc d'exister juridiquement. Ils ont le droit de déposer leur dossier, même si leur conformité n'a pas encore abouti au niveau du ministère de l'Intérieur. Et c'est le problème de droit qui s'est posé à eux. Eux qui se sont enfermés nuit et jour pour trouver une loi qui pouvait écarter certains, ils se sont rendus compte que l'objectif n'est pas atteint. Et donc,
ce qui est un droit acquis. En droit, tout le monde le connaît, c'est ce qu'on appelle le droit acquis. La loi vous permet d'exister jusqu'au 17 mars. Rien ne peut venir réduire ce droit-là. Or, la décision de la Cour constitutionnelle qui a remis entre les mains du ministre de l'Intérieur de délivrer un certificat de conformité à produire pour pouvoir participer aux élections vient écourter ce droit acquis. Et la date était, je pense, le 26, puisque à la date du dépôt, à la date de clôture, il fallait produire ce document. Et c'est là où nous sommes dans un déni de droit. C'est ceux qui ont fabriqué la loi qui se sont trouvés pris à leur propre piège. C'est pas l'opposition. En tout cas, mesdames, messieurs, certains se sont mis à jour. Qui sont ces certains? Qui sont ces certains? Ceux qui ont créé leur parti. Avec votre permission, malgré des fautes mineures, sont autorisés. Ça reste une pièce qui aura profondément divisé la classe politique, à raison, à un moment donné, au regard de tout le bruit qu'il y a autour de ces aspects. Et bien d'autres, il y a eu cet appel à échanger. Au cours de cette rencontre avec la classe politique, les formations politiques de l'opposition n'y étaient pas. Le chef de l'État a jugé utile se retourner vers l'Assemblée nationale afin que, s'il y a une porte de sortie possible, elle puisse se faire. Alors que l'Assemblée nationale a été amenée à travailler dans ce sens, il y a une nouvelle pièce qui a semblé relancer les débats. Vous avez sans doute suivi Géraldo Gomez et Gilles Ontolo. Il s'agit de cette déclaration d'un des alliés du chef de l'État, le PRD, qui dit avoir été floué et découvrir une certaine Sénat qui serait dans le favoritisme. Alors, Gilles Ontolo, en tant qu'allié, découvrir un allié dans une posture comme celle-là, comment avez-vous vécu ce moment-là? J'ai beaucoup de peine pour le PRD. Parce que le PRD reste quand même un grand parti politique, animé par des acteurs majeurs du processus démocratique au Bénin. Et donc, en même temps que j'ai beaucoup de peine pour le PRD, je regarde le PRD avec des yeux, c'est vrai, dans une certaine mesure de compassion, mais dans le même temps, je les regarde et parfois j'ai envie de ne pas avoir d'état d'âme. Ah bon? Je vais vous dire pourquoi. Dites-nous pourquoi. Vous voyez, le PRD, je ne sais pas à quoi le PRD a joué en réalité. Parce que c'est un parti qui a de l'expérience. Quand on parle de l'expérience, ce n'est pas dans le contexte qui est le nôtre là que le PRD se découvre maintenant des concepts qu'il appelle favoritisme, je ne sais pas quoi. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de se mettre à jour. C'est ça la question majeure. Et donc, vous allez à un examen. On vous dit, voici les conditions pour participer à l'examen. Alors, vous refusez de vous mettre... Je ne veux même pas qualifier son histoire de favoritisme. Ça ne m'intéresse pas. Vous vous mettez dans les conditions pour aller dans votre examen. Non, vous ne vous mettez pas dans les conditions, mais vous dites que, écoutez, l'examen doit commencer à 8h. J'ai vu le fils du centre d'examen venir autour de 8h. C'est ça la question. Sérieux? Non, vous le dites sérieusement. En fait, je caricature. Pourtant dit avoir fait tout ce qu'il faut. Donc, question de régularité, d'absence, de présence, elle l'a fait. Écoutez, je vais prendre deux éléments. Oui. Deux éléments dans le dossier du PRD. Et ça, on peut opiner là-dessus. Comment expliquez-vous qu'un parti comme le PRD, je dis bien un parti comme le PRD, avec l'expérience du jeu électoral que le PRD a acquise pendant tout ce temps, comment expliquez-vous que le PRD puisse présenter des dossiers et se retrouve avec des doublons avec d'autres partis politiques? Pour moi, ça relève de l'amateurisme. Et ça, ils sont inexcusables. Et deuxième point, bon, là également, on peut apprécier. Comment expliquez-vous que dans le dossier du PRD, et ça, le président du PRD lui-même, il l'a reconnu, comment expliquez-vous qu'on retrouve de faux documents dans le dossier du PRD? Comment expliquez-vous ça? Et c'est ça que le PRD n'est pas arrivé à s'expliquer. Et puis il parle de favoritisme. Favoritisme par rapport à quoi? Ou par rapport à qui? La question reste posée. Oui, vous avez suivi également le PRD dans cette posture qui a surpris plus d'un. C'était, on même dit, tout le monde.
sauf le PRD dans cette posture-là. Mais comment vous, en tant qu'acteur de l'opposition, avez-vous, je vais dire singulièrement peut-être l'USL, mais en tant qu'acteur de l'opposition, avez-vous vécu ce moment de déballage? Ce moment de déballage, quelle qu'était la personne ou le parti l'ayant soutenu, nous aurions défendu la même chose. Ne regardons pas PRD allié de la mouvance ou quelque autre parti. Ce qui est pointé du doigt ici, c'est une question de justice. Ce n'est pas une histoire du fils du centre d'examen qui est arrivé à 8 heures. Soyons sérieux dans les débats. La question réelle, si on doit rester dans cette imagerie, c'est plutôt de dire aller à un examen pendant que l'examinateur est le maître de maison de quelques candidats et que les épreuves ont été traitées à la maison. Avec les candidats. Vous n'exagérez pas? Je n'exagère pas. Ce que je veux dire... L'examinateur est le maître de maison de quelques candidats. De quelques candidats. Sérieux, c'est le schéma. Et que les épreuves ont même été traitées à la maison et que malgré ça, les candidats ont fait des fautes qui sont finalement considérées comme mineures, tandis qu'on est en train de frapper d'autres. Ce qui est ici, et si réellement on ne veut pas avoir d'état d'âme, c'est de se limiter aux faits. Oui. Le PRD dit avoir un document qui prouve que le Bloc républicain et l'Union progressiste ne sont pas éligibles. La Sénat a dit « je contre-attaque, je porte plainte pour soustraction frauduleuse », ce qui confirme que ce n'est pas l'authenticité du document qui est contestée, mais les méthodes ou les moyens utilisés pour l'obtenir qui sont contestés. Deuxième fait. Troisième fait, la Sénat fait une conférence de presse pour dire oui, on a constaté quelques irrégularités, mais elles sont mineures. Donc les faits sont encore là, confirmés. Or, les tests disent que si les dossiers ne sont pas complets et ne sont pas conformes à ce que demande le code électoral, parce que c'est dans le code électoral que sont listées toutes les pièces et leur conformité. À partir de ce moment-là, si on n'est pas interprétatrice de la loi, comme le revendique la Sénat, et qu'on applique la loi, les conclusions doivent être assez transparentes. Donc c'est une question de justice que réclame le PRD dans ce dossier. Mais si ça avait été le FCBE, FCDB ou n'importe quel autre parti, nous aurions eu exactement la même attitude, c'est-à-dire les principes doivent être respectés. Gilles Rondolo, oui, ce qui a été brandi, manifestement, c'est un peu comme pour dire, oui, la Sénat a aidé certains et d'autres pas. Alors, tout le monde s'est interrogé, comment on peut dire que la Sénat a aidé certains et d'autres pas. L'élément que d'aucuns brandissent désormais, c'est un peu ce que Gérald de Gomez vient de présenter, le président de la Sénat qui finalement se décide de faire une sortie, et entre autres, il laisse entendre, oui, ce qu'on a remarqué là, c'est mineur. Vous ne trouvez pas que ça fait aussi un peu maladroit quand il le dit? Je me refuse de me mettre à la place du président de la Sénat ou d'analyser ses propos, de le défendre ou de ne pas le défendre. Ce qu'il qualifie de mineur, je ne sais pas. Parce que je suppose qu'ils sont dans un secret de délibéré par rapport à tout ce qu'ils font à l'interne. Et donc, je n'ai pas les éléments qu'il faut pour opiner. Par contre, nous avons tous suivi ce qui s'est passé au niveau de la Cour par rapport aux éléments que le PRD a présenté. La Cour a été claire. La Cour dit, par rapport à ce que vous avez présenté, je n'ai pas suffisamment d'éléments, d'accord, je ne suis pas confortable pour me prononcer là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, sur cette base des photocopies de documents, etc., dont on ne peut pas... Écoutez, on a vu dans ce pays des documents qui circulent, qui portent parfois votre signature, votre nom, etc., mais qui sont de faux documents. Alors, en l'étape actuelle, ce que peut-être nous allons tous recommander, c'est que les partis qui brandissent ces situations aillent un peu plus loin. Par exemple? En portant plainte. C'est leur droit le plus absolu. Et qu'on ne se limite pas à nous quereller sur des détails, j'appelle ça des détails, ce qui ne nous aide pas à savoir la vérité. Alors, est-ce que,
par rapport à ça, ce à quoi on a assisté, ça ressemblait un peu à une plaidoirie pleine. Dans le cas d'espèce, comme certains Béninois, vous êtes resté sur votre faim lorsque les sages ont manqué de se prononcer sur l'authenticité du document que de s'intéresser à sa provenance. Est-ce que vous aussi, vous êtes resté un peu sur votre soif? Je dirais non, parce que ce n'est pas le rôle des sages. Le rôle des sages, ce n'est pas... C'est-à-dire, il revenait au PRD de produire aux sages des documents authentiques. Et sur cette base, les sages vont se prononcer. Malheureusement, le PRD n'a pas pu leur produire ces documents. Alors, si ces documents étaient de bons documents, si c'était des documents probants, mais je dis, si le PRD a pu avoir des originaux, pourquoi il ne conserve pas ces originaux qu'il produit à la Cour? Il aurait pu procéder ainsi, même si entre-temps, on va faire peut-être une autre procédure pour parler de soustraction frauduleuse de documents, etc. Mais ils auraient eu le mérite d'avoir apporté des documents probants. Et sur cette base, ils donnent plus de possibilités à la Cour de se prononcer. C'est eux maintenant qui nous mettent dans la confusion et qui n'aident pas la Cour à se prononcer. Parce que la Cour, elle n'intervient pas comme un juge pénal. Pas du tout. Elle intervient pour dire, ce que vous m'avez apporté, parce que c'est probant, voici ce que ça implique. Mais comme je n'ai pas le confort suffisant pour apprécier son caractère probant ou non, et donc, je ne peux pas me prononcer. Alors, dites Girardeau Gomez, la Cour, non, plutôt le PRD, aura-t-il manqué un peu de tact dans la conduite de ce dossier? Non, je ne vais pas me prononcer sur la tactique du PRD. Nous avions une autre cause devant la Cour elle-même. On en a parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, lorsque nous sommes dans une crise et qu'on appelle la dernière instance, la dernière juridiction chargée de réguler les choses, il y a la hauteur, et c'est vous qui l'appeliez dans vos propos liminaires, il y a de la hauteur à prendre pour pouvoir examiner les choses. Je vous amène, excusez la comparaison, je tombe sur un voleur que j'amène, on le laisse rentrer chez lui et on me demande que faisiez-vous, vous, à cette heure de la nuit, là, pour tomber sur le voleur? Non, il faut prendre de la hauteur. Les images que vous prenez là, les images que vous prenez là, si vous permettez. On parle de choses sérieuses. Mais je suis très sérieux là-dessus. Vous voyez quelqu'un faire ça? Joël, mais on est en train de demander au PRD comment il a pu avoir ces documents. Si la Cour estime que c'est des fautes, je ne suis pas dans le fond du dossier. Si la Cour estime que ce que le PRD lui a produit, c'est des photocopies, et que le PRD maintient que ce sont des documents authentiques qu'il a photocopiés, qu'est-ce qui empêche la Cour de demander à la Sénat, puisque la Sénat était partie prenante de l'audience, de fournir les originaux pour faire une comparaison, de demander à la Sénat si les signatures qui sont sur les documents, et ça a été fait, je crois, les signatures des commissaires ou des techniciens qui sont sur le document produit, sur le document présenté par le PRD, sont des signatures authentiques de personnes qui travaillent à la Sénat, oui ou non. La Cour a tous ces moyens-là à sa disposition pour pouvoir arbitrer. Pourquoi cela n'a pas été fait? Pourquoi cela n'a pas été fait? Oui, une génération par temps de je voulais apporter, en fait, c'est un fait vécu que je voulais exposer ici, partager. Et vous allez comprendre que les questions du droit, parfois, sont très subtiles. Il y a des subtilités qui ne nous mettent pas toujours à l'aise, mais ça s'impose à nous. Des voyous ont été arrêtés parce qu'ils ont volé des câbles téléphoniques. Tout le monde sait que ce sont les câbles d'une telle société. Tout à fait. Ils ont été présentés au juge. Mais, je vais vous dire, le juge a demandé qu'il soit apporté la preuve que ces câbles-là appartiennent à la société. Preuve qui n'existait pas. Alors qu'ils ont été arrêtés. Les câbles. Non, attendez. Juste faire une proposition sur votre exemple pour que ce soit mieux compris. C'est pour mieux faire comprendre l'exemple que vous donnez. C'est pour mettre devant la justice, il y a ce qu'on appelle avoir qualité AST en justice. Cette société dont vous parlez ne pouvait avoir qualité AST que si elle démontrait que le câble lui appartenait. Et c'est pour cela que la justice demande de prouver que le câble lui appartient. Ici, nous sommes dans un cadre assez précis où la Sénat est reconnue comme l'institution devant
avoir certaines prérogatives que les partis politiques qui ont saisi la Cour, le PRD en l'occurrence, est un parti politique dûment enregistré. Nous ne sommes plus dans ce cadre d'exemple que vous êtes en train de donner. Bien sûr. N'essayons pas d'embrouiller pas du tout. nos téléspectateurs. Nous sommes dans un cadre assez clair. Dans un contexte où le PRD dit il y a favoritisme, traitement de faveur. Et il apporte des documents et il dit voici la preuve. Mais on lui dit cette preuve-là, c'est à lui d'apporter l'élément qu'il faut pour démontrer. Et on lui dit malheureusement, ce que tu as apporté comme document, il n'est pas probant. Alors, pourquoi le PRD qui a pu avoir des photocopies, pourquoi il n'est pas venu avec les originaux s'il a l'assurance que ces documents sont de vrais? En tout cas, sur le sujet, on y reviendra forcément, puisque le dossier a pris tout autre allure depuis peu. Les intéressés sont interpellés devant d'autres structures. Un dossier qui pourrait connaître de rebondissements chez téléspectateurs. Et nous vous promettons de revenir amplement là-dessus. Mais sur le débat, c'est également invité à la danse le gars des Sceaux. À travers son intervention, pour essayer d'expliquer un peu plus amplement ce qui se joue, l'homme a tenu quelques propos qui, pour certains, donnent plutôt d'orientation. Est-ce qu'il faut assimiler ces propos à de l'orientation ou des maladresses qui pourraient intervenir dans des prises de parole? Je vais me retourner une fois encore vers nos invités. D'abord, l'une des phrases phares qui a fait réagir, celle-ci. Est-ce qu'il faut absolument que les partis présidés par ces personnalités, Boni Yahi, Nicéphore Soglo et Sébastien Ajavo, aille nécessairement à l'élection pour que notre élection soit crédible, suffisant pour susciter toutes sortes de tollés? Gilles Vondolo, vous comprenez les réactions qui ont suivi des phrases comme celle-là? Oui, écoutez, déjà je note que le garde des Sceaux n'est pas le porte-parole du gouvernement. Tout à fait. Donc ça me paraît être des points à clarifier. Et je ne sais pas s'il est intervenu en tant que représentant spécifique du gouvernement dans le cadre de cette interview-là, ou bien, un peu comme je suis là aujourd'hui, c'est Gilles Rondolo qui parle, même si je suis membre fondateur, je ne porte pas la voix du bloc républicain. Alors, dans une certaine mesure, on peut être confortable avec ce qu'il a dit. On peut être totalement confortable, même si on a une gêne. C'est-à-dire, il y a peut-être une nuance à apporter. Aujourd'hui, nous déplorons tous l'imbroglio dans lequel nous nous sommes retrouvés, où tout laisse à croire, en espérant bien sûr qu'au niveau du Parlement, on va y revenir, qu'on puisse avoir une porte de sortie. Mais tout laisse à croire qu'on ira aux élections dans un contexte totalement flou. Ça, on va revoir ça. Mais dans un contexte comme celui-là, écoutez, si des gens n'ont pas pu se mettre à jour, c'est pas parce que c'est des hautes personnalités du pays qu'on va pleurnicher. Pas du tout. On va pas pleurnicher pour ça. Même si nous déplorons la situation, c'est pas une situation de joie. Ça, c'est clair, nous sommes totalement en harmonie. Mais dans le même temps, on fait comment? On fait comment? La grosse interrogation. Oui, Géraldo Gomez. Oui, la réponse à la question que se posait le ministre de la Justice, réponse d'un démocrate, c'est de lui dire oui, si ces partis le souhaitent. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas d'autre réponse. Et je m'étonne que ce soit ce ministre qui se pose la question, parce qu'il est aussi chargé des relations avec les institutions, et que le président de la République venait d'ouvrir une fenêtre pour qu'on trouve des issues. Que ce soit lui qui intervienne avec ces termes, et des termes très péremptoires. J'ai déploré que ce soit sur une chaîne internationale que notre ministre de la Justice utilise ces termes. Je trouve qu'il a montré un peu de fébrilité parce que il fait partie de ceux-là qui ont certainement concocté les tests querellés aujourd'hui, et même pas le président de la République, puisqu'il en a constaté l'inopéralité. Mais s'il n'y a pas toujours, là encore, une situation atténuante lorsqu'on suit la suite de cette intervention, à savoir qu'il y a une fenêtre quand même qui est là, et lui aussi... La fenêtre était ouverte avant son intervention. Et c'est pour cela que... Voilà. Vu les fonctions qui sont les siennes, ministre de la Justice, et surtout en charge des relations avec les institutions, et que l'une des institutions qui permettrait de trouver l'issue, c'est justement le Parlement, puisqu'il y aura une loi qui doit être votée, je pense
qu'il aurait fait économie de certaines déclarations. Le temps est complètement parti. Désolé, chers invités, mais un petit mot avec la complicité de la régie. Dites-nous, Gilles Rondolo, par rapport à cette fenêtre, là, c'est au niveau du comité des 5 députés pour une sortie de crise au niveau de la commission des lois. Tout a été fait déjà, les rapports disponibles à Tonti. Pensez-vous qu'on est sur la bonne porte de sortie qui peut permettre d'aller au dégel? Je garde l'espérance. Mon plus grand souhait, c'est que nous allions au dégel. Au dégel, toujours possible. Même si... Je garde l'espérance. Okay. Oui, Gerardo Gomez. Nous pensons très fortement qu'il y aura le dégel et que cette voie est une bonne voie. Nous avons malheureusement raté une étape importante dans la méthode. Le consensus doit être obtenu entre les 10 partis concernés, les 10 partis politiques concernés, avant d'atteindre l'étape du Parlement. Cette première étape a été franchie, a été abandonnée et il est encore temps de rattraper pour que les partis se prononcent avant que l'Assemblée ne le fasse, sinon cela manquerait de base. De la fin. Écoutez, c'est souhaiter que cette issue dont nous venons de parler soit consolidée et que tout ce qui a été mal géré dans ce processus, dans ce dernier processus, soit vite rattrapé, que les partis se retrouvent et confirment, même si c'est déjà le travail fait par les parlementaires, le comité des 5, que ce soit une appropriation des partis politiques qui valide implicitement qu'ils puissent voter une loi en cette période. Gilles Rondolo, votre mot de la fin. Écoutez, je reste dans le même élan, un élan de paix, que tout le monde, qu'on aille aux élections. Les élections, ça reste toujours des moments de fête, et que donc, ça soit des élections qui n'excluent personne, en espérant que l'opposition va jouer sa partition. Merci à vous, Gerardo Gomez. Merci également à vous, Gilles Rondolo. Chers téléspectateurs, que vous dire? Sans vous, on n'a pas de raison d'être. Donc, infiniment merci d'être en permanence là. 100% Bénin pour le numéro du jour. Je m'en arrête là et je serai sur cette citation du dramaturge et poète français que nous allons prendre congé de vous, Jean Racine. Je le cite: le conseil le plus prompt reste le plus salutaire. Mais, dit-il, pourvu qu'une oreille attentive y soit. Que souhaiter donc à tous l'oreille attentive afin que vive une fois encore le Bénin uni, le Bénin solitaire. Merci d'être des nôtres. À très bientôt.